Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Paqueta. Excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui en ce lendemain de Black Friday où on a eu quelques matchs pour faire la preview de la semaine 13. On n'a pas fait de rewind officiel de semaine 13 pour ceux qui nous écoutent en podcast. GG a fait un live vendredi soir jeudi soir sur Twitch qu'on va remettre sur YouTube à peu près en même temps que cet épisode. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Par contre, je pense pas qu'on le mettra en format podcast. Comme ça, vous pourrez regarder tranquillement la preview de cette semaine 13. Et si ça vous intéresse d'aller voir GG parler en même temps, n'hésitez pas à y aller. Et du coup, pour cette preview, je suis accompagné par PA. Salut PA. Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. Ouais, effectivement, l'exercice favori de GG, parler face caméra et puis sortir des dingueries. C'est ça. donc n'hésitez pas à aller l'écouter. C'est ça. Et si vous avez envie de voir plus de front office, vous pouvez aussi aller voir le dernier halftime show des Fantasy Ballers où Doug était invité. N'hésitez pas à aller voir ça si vous avez envie. Du coup, là, on arrive au mois de décembre, et pour ceux qui nous ont suivis l'année dernière, vous allez savoir que c'est la période un peu compliquée pour tout le monde, où il y a des week-ends, il y a des moments où on n'est pas forcément dispo le mardi pour enregistrer, etc. Donc il risque d'y avoir peut-être un peu plus de live sauvage à la GG. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre sur Twitch, twitch.tv/lefrontoffice. Les rediffusions seront également sur YouTube, donc youtube.com/lefrontoffice. Suivez-nous sur Twitter, Instagram, Blue Sky quand on fera des choses. Et puis voilà, et puis après vous avez tous nos hats dans la description du compte Twitter si vous avez envie de nous suivre individuellement également. Mais voilà, je sais pas si... Et puis le Discord, puisqu'on a annoncé, quand on n'est pas dispo ou qu'on fait quelque chose de différent, on essaie de l'annoncer le plus possible sur Discord. Donc n'hésitez pas à nous suivre également là-bas. Petite preview un peu différente, on va pas faire de moment consulting cette semaine parce que le rewind du Thursday Night Football est un peu plus long que d'habitude, vu qu'on en a 4. On a 4 matchs à analyser, ou du moins à discuter un petit peu. Vu que sur Thanksgiving, on avait d'abord les Bears qui ont affronté les Lions c'était à 18h, il me semble. 18h30. 18h30 jeudi. Ensuite, à 22h30, on a eu les Giants contre les Cowboys. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, on a eu les Dolphins contre les Packers. Et hier soir, du coup, on a eu les Raiders contre les Chiefs. Je propose qu'on fasse ça par ordre chronologique, PA, si ça te va. Très bien. Allez, on va commencer par les Bears qui maintenant sont en 4-8, ont perdu contre les Lions qui maintenant sont en 11-1. Un match qui, si on veut faire un peu les headlines, a vu le départ de Matt Eberflus après ce match-là. Voilà. Est-ce que tu as envie de parler un peu du match ? Déjà, pour revenir sur Eberflus, il est remplacé par Thomas Brown, qui avait du coup remplacé le coordinateur offensif que Eberflus avait fait sauter il y a quelques semaines. Donc, je sais pas si on peut appeler ça un karma, mais en tout cas, voilà, la petite roue a continué de tourner. Le match en lui-même, écoute, première mi-temps largement dominé par les Lions. Ils rentrent au vestiaire avec un 16-0, ils auraient largement être encore plus devant parce que Jahmyr Gibbs a fait un fumble devant la end zone en toute fin de deuxième quart-temps. Et puis il y a eu un gros réveil quand même de l'attaque. Spectaculaire le fumble. Ouais, belle défense. Pour le coup, le mec arrive bien lancé et il tape bien le ballon. Donc voilà, c'est une erreur offensive et une très bonne défense aussi du côté des Bears. Et puis une deuxième mi-temps où les Bears sont revenus des vestiaires complètement métamorphosés. Ils passent un 20-7 aux Lions. Et encore, c'est pas très très représentatif parce qu'il y a un dernier drive. On peut largement en rediscuter, mais qui aurait dû se terminer au moins par une tentative de field goal si le chrono avait été mieux géré par le QB et par le head coach. On peut mettre les deux peut-être dans la balance. Sachant qu'il y a un des deux qui est parti, donc de toute façon, maintenant, lui, il s'en fiche. Mais les Lions, ils ont eu chaud. Les Lions, ils continuent de gagner, mais ils perdent aussi pas mal de joueurs sur blessure. Donc, ça commence à devenir compliqué pour eux, la fin de saison, notamment sur le poste de linebacker. Donc, à surveiller sur la fin de saison pour voir si ça... Pas tant que ça s'essouffle, parce qu'on a vu quand même qu'offensivement, ça continuait de tourner. Il y a eu des difficultés en head zone pour conclure réellement et mettre des touchdowns, donc il y a eu pas mal de field goal de leur côté, mais
quand même, il y a des pertes en défense qui, moi, m'embêtent un petit peu et ça peut peut-être leur jouer des mauvais tours sur la fin de saison. Ils ont aussi un calendrier pas évident à aborder, je trouve. Donc, voilà. C'est un peu les enseignements, en tout cas, sur ce match-là. Ils ont un calendrier pas simple. Là, ils ont l'avantage aussi d'avoir 2 victoires d'avance sur les Packers. Je pense que la dernière semaine, s'ils ont la bye assurée, ça va leur faire 2 semaines de vacances, quoi. Entre la dernière semaine et la bye week. Et je pense que ça pourra reposer quelques joueurs qui sont un peu... T'as l'impression que tous les joueurs sont fatigués déjà, là. Ouais. Quand tu lis un peu les injury reports avant les matchs, c'est... Amon-Ra St. Brown, il est un peu blessé. David Montgomery, il est un peu blessé. Il joue. Il marque un touchdown. Ok, bon, bah... le mec, c'est toujours un bulldozer. Donc je pense qu'il y a un moment aussi où ils risquent de calmer un peu tout le monde, probablement. Bah, à voir, parce que pour l'instant, ils ont qu'une seule victoire d'avance sur les Eagles. Donc ça va aussi dépendre de ça. Les Eagles qui sont deuxième de conférence, qui sont aussi en lutte pour le first seed. Ouais. On sait que ça a son importance, comment dire, la première position dans la conf, parce que tu as effectivement une bye week avant les playoffs, et si tu remportes tous tes matchs, tu as tous tes matchs à domicile, sauf Super Bowl. Donc ça a clairement une importance, cette première place. Donc à voir si les Eagles perdent un match et que les Lions continuent de gagner. Effectivement, en dernière semaine, ils feront tourner. Mais sinon, ils ont toujours cette pression-là, donc c'est pas évident non plus de leur côté. Ouais, sachant que les Eagles sont quand même assez bons depuis plusieurs semaines. Donc bon, on aura le temps de parler des Eagles dans notre match de la semaine. Mais les Bears, ouais, qui ont quand même montré des belles choses dans cette deuxième partie de match. Moi, ça me surprend un peu qu'Eberflus saute. Quand sur le moment, tu te dis, ouais, ils ont géré le chrono catastrophiquement, mais c'est vrai que si la passe elle est complétée et que, comment dire, il te reste 2 secondes, t'as pas le temps de la spike et de faire quoi que ce soit. Donc le temps mort, tu peux le garder pour cette raison. Mais bon, enfin voilà quoi, c'est un peu bizarre, je trouve qu'ils aillent pas au moins jusqu'à la fin de saison avec. Je pense qu'ils voient quelque chose c'est quoi, c'est Brown, t'as dit, hein. Ouais, Thomas Brown. Ils doivent voir quelque chose en Thomas Brown et de se dire, tiens, est-ce que lui, il peut faire un vrai head coach. J'ai peur que ça fasse un syndrome Pierce côté Raiders, que ça fonctionne à peu près bien sur la fin de saison, que l'équipe termine peut-être en 7-10, ce qui fera un 3-2 sur les 5 derniers matchs. Et tu te dis, ah ouais, 7-10, bon, c'est pas mal, on était en 4-8, c'est peut-être bien. Ouais. Quelques doutes quand même sur cette gestion. Après, pour Thomas Brown, il y a eu il y a eu des beaux ajustements de la part de Brown quand même après la mi-temps. On l'a dit, offensivement, ça fonctionnait pas du tout. En première mi-temps, ça avance un petit peu, mais vraiment, c'était quand même stoppé très très rapidement par les Lions. En deuxième mi-temps, la pression n'arrivait plus du tout sur Caleb Williams, donc ils ont réussi à bien contenir aussi cette D-line des Lions. Ça avançait, hein. Caleb Williams, il finit avec 3 TD à la passe. Donc ça veut dire que lui aussi, il a step up. On a vu des lancers assez horribles, je trouvais, en première mi-temps, et en deuxième, il s'est lui aussi bien réajusté. Donc c'est intéressant. Maintenant, c'est une équipe irrégulière avec un QB rookie, c'est pas forcément étonnant. Mais malgré tout, depuis que lui a pris ce poste d'offensive coordinator, je trouve que l'attaque tourne un petit peu mieux du côté des Bears. C'est un peu plus fluide, un petit peu plus sympa à regarder en tout cas. En vrai, tant mieux parce que les armes, elles sont là. Hein. Donc tu peux quand même t'amuser. Tu as 3 receveurs qui pourraient limite être des receveurs 1 dans certaines équipes. Chez toi notamment, hein, je pense, tu mets n'importe quel des 3 chez toi, c'est un receveur 1. Que ce soit Odunze, comment il s'appelle, Odunze, Keenan Allen et DJ Moore, je pense que n'importe lequel est receveur 1. C'est pas pour faire un tacle à tes Patriots et à ton escouade de receveurs. C'est juste, c'est la seule équipe qui me vient en tête où t'as pas un receveur 1 un peu très très fort, quoi. Ni 2, ni 3. Clairement. Mais... non, mais clairement, c'est le meilleur receveur 3 de la ligue, hein, je pense. Mais gros match de Keenan Allen. On a vu que le mec avait encore un petit peu d'essence dans le moteur. C'était son deuxième touchdown. Oulala. Regardez-le si vous l'avez pas vu, il est magnifique. C'est ce type de receveur, moi, ça me donne des petits frissons. J'aime beaucoup. Donc voilà, pour les Lions, du coup, 23-20, un match qui aurait pu être bien plus facile si en première mi-temps ils font plus le taf, parce que clairement ils étaient incroyablement bien en première mi-temps. Il y avait une stat au début de match où je crois ils étaient à 16 premières tentatives contre 0 du côté des Bears, à peu près un peu avant la mi-temps, enfin, ou en tout cas au milieu du deuxième quart, je crois que c'était ça la stat. Enfin, c'était monstrueux. Les Bears à un moment donné étaient à moins 6 en yards, quand les Lions étaient à quelque chose comme 180, quelque chose comme ça. C'était dingue. Ouais. Donc peut-être qu'il y a eu du relâchement aussi pour ça côté Lions, mais bon, c'est que c'était quand même risqué le relâchement quand tu
quand tu finis à 23-20 avec terrain plein de te prendre une prolongation et comment dire et le coin toss de la destinée. Mm. Donc, Ouais, et risqué. puis un momentum qui aurait vraiment basculé du côté des Bears. Clairement. Ça aurait été dangereux d'aller en prolongation. Ouais, totalement. Autre match de division du coup qui a eu lieu une heure après la fin de ce match-là. On a eu les Giants qui ont accueilli les qui ont été se déplacer du côté des Cowboys de Dallas. Victoire 27-20 des Cowboys qui sont maintenant en 5-7 contre des Giants qui sont en 2-10 et éliminés de la course au playoff. C'est la première équipe qui a été éliminée de la course au playoff. C'est pas la dernière. Mais voilà, donc là, un match compliqué. Hein. Franchement, un match qui était une boucherie de football où il y a eu des turnovers de partout, des punts à foison, des fumbles, des interceptions. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Le football champagne. Ouais, clairement, le football Drew Lock. Ouais, c'était pas magnifique. Il y a eu quand même quelques petits trucs qui ont été sympas, mais bon, quand même assez moche de manière globale, je trouve. Même si le pick six des Cowboys était quand même une très très belle action, bien défensive comme il faut. Quoi. Tu me coupes un peu l'herbe sous le pied, effectivement. Je voulais mettre ça en avant. Le touchdown défensif de Demarvion Overshawn. Celui-là aussi, très très bien joué. On voit que de plus en plus quand même de défense ou de défenseurs font ça, de jouer vraiment avec leurs bras pour essayer de typer le ballon ou de contrer le ballon ou ce que tu veux. On pourra en reparler aussi sur le match d'hier soir ou sur la fin du match. Les défenseurs des Chiefs faisaient énormément ça. Mais ouais, effectivement, on a vu quand même des choses relativement intéressantes du côté de Dallas, je trouve. Cooper Rush qui a été non drafté, donc c'est un joueur qui était non drafté au moment de sa draft. Écoute, il fait plutôt bien le travail, je trouve, à chaque fois qu'il a été sur le terrain depuis qu'il est chez les Cowboys. Je le trouve pas inintéressant, c'est pas un titulaire, clairement pas. Hein. Mais écoute, en tant que backup, c'est pas déconnant, je trouve. Il fait ce qu'on lui demande et c'est plutôt intéressant. Et puis Rico Dowdle qui fait 112 yards. Ça doit être un des premiers matchs de la saison où un des coureurs des Cowboys dépassait 100 yards. Donc il y a des choses quand même à retenir. J'ai trouvé que la ligne offensive des Cowboys tenait quand même plutôt bien face à normalement une défense des Giants qui arrivait à bien mettre la pression, même si ça s'essouffle quand même depuis 2-3 matchs. Et à l'inverse, la O-line des Giants, porte ouverte comme depuis de trop nombreuses saisons. Alors on sait qu'il y a des blessés, mais bon, quand même. Le pauvre Drew Lock s'est quand même mangé 6 sacs pour l'équivalent d'un demi-terrain de perte, hein, parce qu'il a perdu 47 yards. Donc en foot américain, on sait que gagner déjà 1 ou 2 yards, c'est très difficile. Donc en perdre 47 sur la totalité de la match, ça te complique encore plus la tâche. Et puis ça finit à 7 points, mais les Giants, ils mettent 10 points dans le dernier quart. Il y a eu aussi, je pense, un petit relâchement du côté des Cowboys, voyant qu'ils étaient largement devant. Ça a été compliqué. On pourrait se poser des questions sur Brian Daboll avant le match, si les Giants se prenaient une énorme rouste en prime time comme ça devant toute l'Amérique, si du coup lui il allait sauter. Bon, on peut pas vraiment parler d'une rouste quand on voit le score. Sur l'impression visuelle, ça l'était un petit peu. Il est toujours en poste. Je pense que lui, par contre, au contraire d'Eberflus, il va finir la saison, mais ça sera tout de son côté. Moi, ce qui m'a surpris sur ce match-là, c'est que on a pu voir sur toute la saison que les Cowboys contre la course, c'était cata. Et je comprends pas qu'il n'y ait pas eu plus de courses. Ils y mettent un touchdown au sol, ils y mettent 2 touchdowns au sol, un par Drew Lock, un par Tracy. Mais Tracy, il court 9 fois, Singletary que 7 entre guillemets. Alors ils n'ont pas eu une super réussite quand tu regardes leur moyenne, mais sur celui où ils sont pas sur l'interception qui finit en touchdown, mais sur le drive d'après. Donc, c'est-à-dire t'es à 10 t'es à quoi? Non, t'es à 16-7 à ce moment-là, je pense. Non, t'es à 13-7, pardon. T'es à 13-7, donc t'es clairement bien. Hein. Tu fais une première passe qui est bien et qui termine 18 yards. Ensuite, tu fais une course qui avance un petit peu. Tu fais une passe qui va dans le mauvais sens. Ensuite, tu te fais saquer. Et je sais pas, je trouve que. Et tu punts et derrière le match, tu perds un peu un momentum et il y a que des punts jusqu'à la fin de la mi-temps quasiment. Enfin, c'est dégueulasse. Affreux. Enfin, c'est une bouillie de football, on en a parlé. Mais je comprends pas qu'il n'y ait pas eu plus de courses. T'as un mec en Tracy qui est quand même assez bon depuis le début de la saison. Et tu lui donnes pas assez de confiance, je trouve ça un peu dommage. Donc, bon.
Et voilà quoi, t'as un fumble de True Lock, t'as une interception. C'est un peu dégueulasse quoi ce match-là, et je trouve au niveau de comment ça a fonctionné, j'ai pas tout compris quoi. Donc les Giants Après, vraiment c'était pas étonnant. Moi, je m'attendais un petit peu à un match comme ça. C'était deux équipes en grosses difficultés. Un match cata aussi. Dallas avait gagné contre les Commanders, mais voilà. Enfin, il y a eu pas d'effet de jeu parce que c'est eux qui qui l'ont mérité, mais voilà, un retour sur un kick-off, des trucs comme ça, c'est pas des actions qui arrivent sur tous les matchs. C'est ce que je veux dire. Donc, ils avaient gagné le match et ils l'avaient mérité, très bien, mais tu savais que c'était pas tu pouvais pas le reproduire semaine après semaine. Donc voilà, on savait que ça allait être un match un peu plus compliqué. Et puis, on avait eu un plutôt beau match juste avant, donc il fallait un petit peu se mouiller la nuque pour celui-là, effectivement. Clairement. Donc voilà, Cowboys 27, Giants 20. Les Giants qui sont très bien partis pour avoir le premier pick et avoir le choix entre plein de QB moyen plus dans la draft qui arrive, de ce que j'en ai compris en tout cas. Encore une fois, hein, le college football c'est pas mon délire, mais là je vois encore un nouveau QB qui est projeté en numéro 1. Je crois que c'est le QB des Hurricanes de Miami, Cam Ward, qui est projeté numéro 1 aux Giants. Voilà. Faudrait que je regarde un peu du college football. Apparemment, il aime bien envoyer beaucoup de balles. D'accord. Donc, ça va pas changer grand-chose de Daniel Jones, quoi. Il risque d'y avoir un peu de turnover. Ils étaient invaincus pendant un petit moment, j'ai vu les Hurricanes, mais à part ça... Bon. D'une équipe de Miami à l'autre, on passe du côté des Dolphins qui ont été perdus sur le terrain des Packers 30-17. Dolphins qui sont du coup passés en 5-7 et les Packers qui sont en 9-3. Donc à 2 victoires des Lions, hein, les Packers aussi. Attention, même pour la division du côté des Lions, si tu as un coup de mou, ça risque d'être... ce sera pas fatal je pense, mais ça risque d'être compliqué au moins de reposer sur la dernière semaine, comme on a pu en parler tout à l'heure. Match... bon, on a le meilleur tight end de la ligue en Jonnu Smith, mais à part ça, et encore, hein, même pas, parce que quand on voit le match de cette nuit, d'hier soir, c'est même pas vrai. Donc, c'est le deuxième. C'est le deuxième, c'est ça. Mais bon, comme... Kata encore, hein, côté Dolphins c'est encore Kata, côté Packers c'est un peu mieux, c'est même bien mieux je trouve. Moi je suis triste, voilà, cette équipe des Dolphins me déçoit chaque semaine, même quand j'ai l'impression que ça passe, c'est compliqué. En fait il n'y a rien qui est défendu quoi. Niveau défense c'est quand même assez triste. Tu perds le match dans le premier quart en fait, et après du mal à revenir. Après, sur les Packers, quand ils sont comme ça, quand ils sont dans la zone comme ça, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de défense qui peut les arrêter. Ça va être une équipe un peu irrégulière dans ce sens-là, où ça reste un QB jeune. Il y a beaucoup de receveurs jeunes également, et quand tu sens qu'il y a du grain de sable dans la machine, c'est compliqué à mettre en route. Il y a eu un match, par exemple, contre les Bears où ça a été très compliqué. Il y en a eu d'autres cette saison, mais par contre, quand tout fonctionne, c'est dur, c'est très dur à arrêter. Donc les Dolphins, malheureusement pour les Dolphins, ils avaient sorti un gros match contre les Patriots, donc on s'était dit tiens c'est reparti, sauf que c'est plus les Patriots que les adversaires, on va dire. Mais il y a eu du positif sur les dernières semaines malgré tout, donc je pense pas qu'il y ait tout à jeter. Mais c'est la même chose, tu vois, tu parlais des Giants qui n'avaient pas beaucoup couru. Tu regardes le box score des Dolphins, c'est 14 courses, dont 2 de Tua. Pour le reste, c'est 5 et 7 pour Mostert et Hatchain. Quand tu sais que la philosophie de jeu de McDaniels, c'est plutôt la vitesse, le jeu de course, etc. Donc, un petit peu bizarre le plan de jeu. Alors oui, effectivement, tu te prends 14-0 dans le premier quart, donc tu dois aussi rattraper un petit peu le score. Maintenant, ce n'est que le premier quart, il reste encore 45 minutes à jouer. Techniquement, t'es à 15 touches pour Hatchain parce que t'as 8 screens qui lui vont et qui l'amènent pour 56 yards et un touchdown, mais je suis d'accord avec toi sur le principe, hein, c'est chiant. On sait que la ligne offensive des Dolphins, c'est pas la meilleure de la ligue, clairement pas. Le pass rush, je trouve qu'il y a quand même des bons joueurs. Maintenant, il y a aussi encore des blessés depuis le début de saison, donc c'est un peu compliqué pour eux, mais je sais pas, essaie de faire un peu plus confiance en ta ligne. T'avais perdu, c'était Robert Hunt, le garde, qui est parti aux Panthers, qui était un bon joueur, donc ça a solidifié aussi la ligne, mais on en revient toujours à la même chose. J'ai l'impression que ça n'a pas été considéré durant la draft, pendant la free agency.
Donc, il y a des faiblesses que... Fallait prendre un running back de plus, tu comprends pas, pour pas le faire courir face aux Packers. Fallait prendre un running back au 3e tour. un sprinter encore. Mais ouais, ça n'a pas été considéré. Ça avait été un de nos points d'interrogation durant l'intersaison. On voit que c'est une faiblesse face aux très bonnes équipes de la ligue. La défense des Packers cette année fonctionne très très bien. On a parlé de McKinney à raison parce que il a gobé beaucoup de ballons cette année, mais le premier rideau et l'escouade de linebackers, c'est pas déconnant non plus. Ils ont su eux considérer ça en free agency et à la draft depuis 2-3 ans. Ça fonctionne très bien cette année en tout cas. Donc voilà, il y a une différence entre les très très bonnes équipes et puis des équipes comme Miami, qui sont des bonnes équipes, qui étaient en difficulté un peu en début de saison, qui se relancent, mais ils sont trop courts. Sur ce genre de match, ils sont trop courts. Donc, le score est un peu étonnant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait quasiment deux possessions d'écart, quasiment 14 points. Mais sur le résultat final, je ne suis pas surpris. En plus, à Green Bay, il fait froid, etc. Pas déconnant. Déjà, encore une fois, tu démarres le match sur un muff punt. Ton mental, il part en couille derrière. C'est... Le premier play, c'est tu fais un 3 and out et derrière tu redonnes la balle aux 9 yards. Et ça fait touchdown. Ouais. Donc ta confiance, elle est cata. Moi j'ai vu, je me suis réveillé au milieu de la nuit, je vois 24-3, je fais oh là là. Je me rends 24-3 à la mi-temps, je fais allez, ciao. on va pas continuer cette boucherie. Mais voilà du coup pour ce match-là. Parce que je sais pas s'il y a grand chose à dire de plus. Non, les Packers continuent leur bonhomme de chemin. C'est vrai que ça a l'air un petit peu... t'en reparleras juste après par rapport à la playoff picture, mais ça semble compliqué là pour les Dolphins quand même avec cette c'est défaite. mort. Je pense que c'est mort. Ça semble compliqué, regarde. J'en parlerai pour une autre division où j'étais assez sûr de moi sur la finalité. En fait, il s'avère que pas beaucoup. Donc on va voir. Peut-être qu'il y aura un renversement de situation, mais c'est vrai qu'ils ont l'air quand même mal embarqués, effectivement. Ça a l'air mal embarqué parce que tu vois, quand tu as des matchs contre les Packers qui sont un peu moitié-moitié et que tu es censé normalement, si tu as envie d'y aller en playoff au moins, c'est là où tu dois les gagner et que tu les gagnes pas. Là, tu es sur. C'est bien, tu avais gagné contre les Riders et les Patriots, mais avant ça, et les Rams, mais avant ça, tu perds les Bills, tu perds les Cardinals, tu perds les Colts. Enfin, c'est compliqué. Et ce qui arrive devant toi, c'est un match de division contre les Jets, ensuite les Texans, les Niners, les Browns et les Jets. Donc je pense qu'il faudrait faire 5-0 pour avoir une chance d'aller en playoff. C'est pas déconnant, hein. C'est pas déconnant, mais c'est pas non plus... Non. Alors, c'est pas irréalisable. Voilà, oui, c'est pas irréalisable, mais bon, gagner 2 fois les Jets, ça me paraît un peu tendu. On verra. Mais en tout cas, donc voilà pour les matchs de jeudi à vendredi. Ensuite, vendredi, il y a eu un autre match du coup hier, entre les Raiders et les Chiefs. Les Chiefs qui survivent encore une fois de manière miraculée. Là, j'ai vu sur les 5 derniers matchs, ils en gagnent 4 avec une possession d'écart et ils en perdent 1, si je crois. Contre les Bills, ouais. Ils en perdent 1 contre les Bills, mais à part ça, c'est une belle galère. Et là, ils gagnent 19-17 contre des Raiders qui sont en 2-10 maintenant et qui n'iront pas en playoff. Officiellement, oui, on le savait, mais... Pareil pour les Chiefs d'ailleurs, officiellement, ils sont en playoff, la surprise générale. Si tu regardes les matchs des Chiefs sans avoir leur bilan et avec des maillots blancs, sans savoir qui joue, tu te dis quand même que c'est... Moi, ils me font penser aux Eagles d'il y a quelques années, où ils gagnaient quasi tous leurs matchs, mais que tu les regardais jouer, tu disais, mais eux, ils vont s'écrouler à un moment donné, quoi. C'est-à-dire, tu prends quand même 64 yards de Sincere McCormick à la course. Qui a un prénom quand même. Incroyable. Jamais entendu parler de ce mec jusqu'à temps que je regarde le box score. Donc, non, c'est franchement affreux là sur ce match-là. Moi, les Chiefs, moi, ils me font peur. Dans le bon sens, du coup. Dans le sens où je pense j'ai du mal à les voir faire quoi que ce soit en playoff cette année. Donc à voir. L'avantage, ils seront à domicile tous les playoffs, quasiment. Donc c'est peut-être une bonne chose pour eux. Mais sur ce match-là, ils ont eu chaud. Ouais, je te rejoins complètement.
je sais pas comment ils sont touchés par la grâce, de quelle manière, s'il y a un voodoo qui les suit ou autre, mais là, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de matchs. Tu parlais de 5 matchs à une possession, il y a une stat qui est sortie juste à la fin du match. Ils sont sur les 14 dernières victoires, ça se joue à moins d'une possession, ou une possession. 14. C'est sur les Tu comptes 14. 7. Moi, j'avais Bon. vu que sur leurs 14 dernières victoires, en gros, que sur les 14 14, oui, derniers matchs, victoire. Ouais. j'avais vu que sur les 14 derniers matchs à une possession, ils les avaient gagnés. En gros, c'était ça la stat que j'avais vue. C'est ça. Mais C'est ça. ok. Et tu comptes l'année dernière aussi. Mais Playoff inclus, c'est tout en ce que gros tu leurs 14 dernières victoires, c'est à une possession? Parce que moi, c'est pas Ouais. ce que j'avais compris de la stat, mais ok. Si, c'est Je vais ça. aller regarder. C'est ça. Ok. Ouais. La plus longue streak en NFL. Donc ouais, franchement, je sais même pas quoi en dire. Je sais pas comment ils ont fait, par quel miracle ils ont réussi à s'en sortir. Mais ils ont encore réussi, c'est juste hallucinant. Et puis là, c'est même pas un jeu défensif incroyable, c'est juste un mauvais snap. Je pense qu'il doit y avoir aussi une part d'irrationnel peut-être dans l'esprit des adversaires maintenant, en se disant mais on va se faire taper à un moment donné, ou ils vont faire un truc de fou, mais voilà. Je te coupe. Hein. En gros, la stat, c'est pas qu'ils ont gagné de leurs 14 derniers matchs à une possession d'écart, parce qu'ils avaient battu les Niners en week 7, 28-18, et ils avaient battu les Saints 26-13. Mais c'est bien que sur tous les matchs où il y a eu une possession d'écart, ils les ont gagnés. Ah, ok. Sur leurs 14 derniers. Ok. Donc ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, et je te rejoins sur le fait de est-ce qu'ils vont s'écrouler à un moment donné, mais en même temps, quand tu regardes leur match, tu te dis bah, à chaque fois, ça passe à un cheveu. Alors, c'est pas passé contre les Bills, mais bon, ça s'est joué aussi sur une 4e tentative stratosphérique de Josh Allen. Je trouve quand même que la défense est un peu plus en difficulté là depuis plusieurs semaines. Une défense qui arrivait à bien annihiler le jeu de course adverse. Bah là, ils se prennent quand même 116 yards contre ces Raiders-là, avec juste, comme tu as dit, 64 yards de notre ami sincère McCormick. Et je le répéterai parce que j'adore son prénom. Et pareil, le jeu de course des Chiefs, beaucoup plus en difficulté aussi, je trouve, depuis quelques semaines. Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est même Mahomes. Ça gagne, mais il y a des passes. C'est difficile. Il y a 2 passes en profondeur. Bah, je pense qu'il y a 2 ans, ça arrivait dans les mains des receveurs, et là, c'est 1 ou 2 mètres trop long, quoi. Donc, parce que il y a 2 ans, il y avait Tyreek. Donc, en fait, il pouvait lancer plus loin. Ça allait être récupéré. Là, il y a Warsi, il va vite aussi. Ouais, c'est vrai que Warsi va vite. Mais je vais pas dire qu'il y a un problème Mahomes, parce que on a vu le match contre les Panthers. Je pense que c'était pas lui le problème sur quasiment la dernière action où il fait 35 yards à la course. Mais c'est compliqué, effectivement. Tu peux un petit peu moins jouer en profondeur quand tu es un petit peu moins précis. Donc ça t'enlève aussi une arme dans le cahier de jeu des Chiefs. Il y a eu quelques drops, notamment un d'Hopkins où Mahomes il fait de la magie justement dans sa poche qui s'écroule complètement, où il relâche le ballon. Après, Hopkins a aussi fait de la magie avec ses mains pendant le match, donc on peut pas trop lui taper dessus, mais ouais, je sais pas, il y a vraiment eu des passes qui m'ont dérangé. Je me suis dit, attends, mais c'est le cousin de Mahomes, c'est son frangin un peu con là qui joue à sa place, je sais pas. Et du côté des Raiders, il y a quand même, on peut dire, il y a 3 joueurs qui sont bien, sur lesquels il faut s'appuyer. Hein. Max Crosby qui est juste un monstre en défense. Le mec, t'as l'impression qu'il jouait pour les Chiefs tellement il était dans leur terrain à chaque snap, quoi. Il était souvent collé à Mahomes. Non, c'est pas son garde ou son tackle, c'est le défenseur. Et puis, je vais parler de Bowers en dernier, mais Jacoby Myers, vous savez toute l'affection que j'ai pour le joueur, mais je trouve que c'est un excellent receveur dans cette NFL-là, et un mec qui arrive à trouver des espaces ou à se rendre libre dans certains espaces. Et pour moi, c'est une vraie bonne soupape de sécurité pour n'importe quel QB. Et puis, le très bon pick de draft avec Brock Bowers, quoi. C'est juste infernal ce qu'il fait. Le mec est tight end. On a dit en début de saison, et même durant les premières semaines, que le poste de tight end, c'était peut-être un des plus compliqués de passer entre l'université et la NFL. Parce que manque de formation en université, parce que tout ça, et le mec, il impose direct, quoi. C'est quasiment l'un des meilleurs tight ends de la ligue. Certains pourront dire le premier, et franchement, je trouverais pas ça indécent. En tout cas, c'est le meilleur rookie, exactement. Kittle quand il n'est pas blessé, pour le coup, Bowers, il l'est pas. Donc ça aide aussi. Mais non, ce qu'il monte là en une saison, c'est juste monstrueux. Il est en train d'exploser certains records de tight end et de receveurs. Donc, ouais, vraie bonne pioche. Il y a 3 joueurs sur lesquels les Raiders doivent s'appuyer pour le futur.
J'ai trouvé la ligne offensive pas dégueulasse non plus. Alors, dommage pour le dernier drive et la dernière action, parce que je trouve qu'on va garder ça en mémoire, alors que sur le reste du match, j'ai trouvé ça relativement intéressant également. Je pense qu'il y a moyen de rajouter du talent, mais en l'état, le 5 présent, il tient la route en NFL. Mhm. Il y a des bons éléments, il y a des bonnes choses quand même. Il va falloir réarmer, comme depuis de nombreuses années, la défense, rajouter un petit peu de talent en attaque, et pour le coup, ça peut monter rapidement du côté des Raiders. Ça va prendre peut-être, allez, 2 intersaisons, 2 FA, 2 draft, et franchement, ça peut être bien. S'ils trouvent le bon QB, c'est toujours la même chose, hein. Comme pour toute équipe NFL, tant que t'as pas ton bon QB, c'est compliqué de mettre les choses en place. S'ils arrivent à en choper un à la draft, et qui clique bien, avec un bon coaching, ça peut être bien. Tu vas récupérer Aaron Rodgers. Non mais oui, c'est totalement d'accord avec ce que tu dis. Et là, les Chiefs sur les 2 matchs contre les Raiders qui sont quand même, qui est quand même statistiquement en tout cas et au niveau du bilan la pire équipe de la ligue, tu leur mets que 9 points de différentiel sur la saison. Ouais. Alors que voilà quoi, t'as la chance de jouer 2 fois. Les Panthers tu les bats que de 3 points. Là sur les derniers matchs, moi je les trouve assez inquiétants et ils vont avoir des bons tests je trouve jusqu'à la fin de la saison parce que c'est Chargers, Browns, Texans, Steelers, Broncos. Donc là on va bien voir ce que leur premier tour de playoff leur réservera parce que je pense que c'est une de ces équipes là ou dans ce style là qui peuvent affronter au premier tour de playoff un peu plus tard, que ce soit le premier ou après la bye en fonction de ce qu'ils ont. Donc ce sera intéressant. Hâte de voir la suite pour les Chiefs. Ils sont maintenant 11-1. Je propose qu'on fasse après avoir fait ce rewind du Thanksgiving, je te propose qu'on fasse la preview de la semaine 13. Après 30 minutes d'émission, on va commencer le titre de l'émission, c'est-à-dire la preview. Et du coup, on va parler de notre match de la semaine. Donc, on a décidé de parler du match entre les Eagles et les Ravens qui sera diffusé à 22h25 sur les antennes de beIN Max 6. Donc, je sais pas pourquoi c'est pas sur beIN Max, sur beIN 3 ou quelque chose comme ça, comme d'habitude, mais visiblement c'est Max 6, donc il doit y avoir un truc sur il doit y avoir des matchs européens de soccer. Il doit y avoir du soccer ou du tennis ou je sais pas quoi. Enfin bref, du coup, du hockey sur glace, j'en sais rien. Mais en tout cas, ou de la NBA, probablement, qui serait diffusé du coup sur beIN 3. Mais en tout cas, du coup, c'est sur Max 6. Et donc, c'est les Eagles en 9-2 qui se déplacent sur le terrain des Ravens en 8-4. 2 dynamiques, je trouve, assez inversées de la part de ces 2 équipes. Les Ravens qui étaient très très bien partis, les Eagles qui avaient un peu plus de mal. Et là, au final, les Eagles ont un meilleur bilan que les Ravens. 2 running backs en free agency qui sont arrivés et qui ont bien posé leur marque et qui sont, quand tous les 2 étaient dans la discussion pour le MVP à un moment. Qu'est-ce que toi, tu as envie de suivre sur ce match-là ? Moi, je me suis noté, c'était le match de Forrest Gump. Je pense que ça va courir. Saquon et Derrick, le revival de ces 2 joueurs. C'est ça qui va être intéressant. C'est les 2 meilleurs running backs, toutes stats confondues en NFL cette saison. C'est les 2 qui sont en avance sur le nombre de yards, sur le nombre de touchdowns. Alors un petit peu moins pour Saquon, mais parce qu'il y a aussi le fameux touche-push du côté des Eagles qui fait que Jalen Hurts vole avec des très gros guillemets certains touchdowns de Saquon. Mais retire les guillemets, il les vole tous. Je crois qu'il en a volé 9. Un truc comme ça. Genre Saquon, je crois qu'il est tombé à la ligne 9, à la ligne des 1 yard 9 fois, je crois. Et il a eu aucun de ses 9 touchdowns. Mais écoute, ça a l'air d'être un team player, donc ça n'a pas l'air de le déranger. Tant mieux pour les Eagles. Mais oui, il y avait, je trouve, moins de doutes lors de la signature du côté de Barkley. On se disait que si, de toute façon, les blessures le laissaient tranquille, ça allait être tout de suite un monstre derrière cette O-line des Eagles. La seule incertitude, c'était le départ de Kelsey et de savoir comment la O-line allait se comporter, finalement, du côté des Eagles. Par contre, Henry, effectivement, on avait des doutes sur le fait qu'il avait encore de l'essence dans le réservoir. Et on voit qu'il se démerde bien avec une O-line qui est un petit peu moins performante que celle des Eagles, quand même. C'était affaibli, la O-line des Ravens à l'intersaison, donc forcément, on avait aussi des doutes là-dessus. T'as une O-line qui se... Parce qu'à la base, c'était, la O-line des Ravens avec Derrick Henry, t'avais peur. Sauf que la O-line des Ravens s'était affaiblie et les Ravens et Derrick Henry vieillit. Donc tu te disais, oula, qu'est-ce qui va se passer ? Pardon, je te laisse continuer. Donc moi, ça va être l'élément
le plus intéressant à suivre. Après, défensivement, les Ravens s'accordent quand même pas beaucoup de yards par match. Ils sont à 77 en moyenne, là où les Eagles sont quasiment à 100. Mais par contre, en termes de points, bah, les Ravens, ils sont à 24 points de moyenne quand les Eagles sont à 18. Donc, faudra faire très attention à ça. En fait, il va y avoir un jeu de vase communicant et je pense que le premier qui arrivera à faire la différence, soit Henry, soit Barclay, mettra voilà une sacrée main sur le match. Je disais que du coup au niveau des stats ils étaient assez proches. Il y en a une qui m'a fait halluciner, c'est le nombre de ce qu'on appelle de big play. Donc c'est des courses de plus de 20 yards. Henry il est à 14, Barclay il est à 12. Le troisième c'est Jordan Mason, il est à 8. Ça fait 4 de diff. Donc Et ouais, encore, mais ça va il être joue plus là depuis quelques matchs, mais lui ouais. aussi, il a un vrai début de saison. Mm. Je suis assez d'accord que tu as un gros duel de running back. Je pense que là où ça va se jouer, c'est surtout sur la passe, parce que je pense que le premier coup de poignard des Eagles viendra de la passe. Je pense que moi, le joueur que je suivrai le plus sur ce match-là, c'est plutôt A.J. Brown, qui je pense contre une secondary des Ravens qui est catastrophique depuis le début de saison, ou du moins qui est leur point faible. Je pense qu'il risque de s'amuser. Parce que tu sais pas comment défendre ces Eagles. Soit ça court avec Saquon, soit ça court avec Jalen Hurts, soit ça te fait une passe à un tight end, soit ça te fait une passe à Devonta Smith, à A.J. Brown. En fait, t'es tranquille, tu fais vraiment ce que tu veux. Et quand t'as un yard à faire, tu sais que de toute manière, t'es foutu. Donc en vrai, ils ont première et 9 à chaque première tentative. Donc ouais, je pense que notre ami AJ risque de s'amuser sur ce match-là. Bah, à voir quel receveur est gardé par Marlon Humphrey, si c'est du coup Smith ou A.J. Brown. Et du coup, je partirais par le receveur qui est pas gardé par Humphrey, qui serait du coup gardé par Wiggins. Parce que je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, je trouve que sa saison rookie est assez compliquée. Donc ce receveur-là aura moyen de bien s'amuser face à Wiggins. Donc à voir effectivement. Après, on l'a dit, la défense aérienne des Ravens, c'est quand même compliqué cette année. Les Eagles, depuis plusieurs matchs, ils jouent quand même beaucoup au sol. Et puis, il y a des play action pour Hurts pour justement mettre un petit dagger, comme on dit souvent en basket. Donc, à voir, c'est du côté des Ravens, donc ça peut jouer aussi. On sait que leur terrain est difficile à prendre. Donc, match ultra intéressant, en tout cas. Il y en a pas beaucoup cette semaine, en regardant en off tous les deux. On s'est dit, bon, il y a quoi d'autre à parler hormis ce match-là. Mais voilà, match de 10h25, il va nous rester éveillés, il va nous laisser éveillés jusqu'à la fin de la nuit de dimanche à lundi. Tu sais que c'est le genre de semaine en plus où t'as pas un match où tu peux faire une vanne, je trouve. Il n'y a pas de match cata, t'as pas de trop top match non plus. Mais t'es un peu en mix des deux, quoi. C'est Colts Patriots, peut-être le deuxième, le pire match. Sur le papier, sur le reste. Sur le papier, ouais. Voilà. Après, il y a des matchs, oui, bien, mais les équipes Qatar, en général, elles jouent contre une équipe assez cool. Donc, c'est. Ouais, compliqué cette semaine de tirer un match. Mais en tout cas, ce match-là, pour le coup, est assez simple à tirer en bon match à suivre. Est-ce que tu as autre chose que tu veux rajouter sur ce match-là ? Non, vive les sprints, vive la course. Clairement. Parce qu'en plus, dans le même temps, on aura Bucks, Panthers et Rams, Saints. Donc, je pense que même dans le red zone, vous aurez beaucoup d'actions des Eagles Ravens. Donc, Est-ce que sur ce match-là, le meilleur des deux running backs gagnera le trophée des MVP ? Ou des trois running backs si tu considères Lamar Jackson. Petite pensée pour Doug. Je te connaissais plus hipster là. Déjà, tu nous as sorti Sincère McCormick, c'est sûr. On a sorti tous les deux ça, on va se faire flinguer en off par Doug. Et là, ouais, Sincère McCormick. Pour notre top 11 running back, on pourra le mettre. On dira, alors qui a le meilleur le meilleur blaze. Le meilleur blaze et qui a le meilleur de rush yard per attempt? Ah bah c'est Sincère McCormick. C'est Sincère McCormick. Mais non, je suis pas sûr. Je saurais pas te dire. Pour moi, le MVP c'est encore Josh Allen à l'heure actuelle. À voir, du coup. Mais c'est quoi s'il nous fait la saison qu'il est parti pour faire? Faut continuer quoi. Mais s'il continue sur sa lancée, pour moi ce serait pour lui si je devais le donner à quelqu'un. Parce que pour moi là les Ravens ils ont un gros trou d'air
qu'ils auraient pas dû avoir et compliqué. Ouais, Bah, je me dis que c'est un match quasi prime time parce que c'est 10h25. C'est le seul sur cette tranche ouais, c'est le d'heure-là. seul. Ouais. Et bah, effectivement, tu parlais de Josh Allen qui, lui, pour le coup, a un vrai prime time contre les Niners. Mais voilà, s'il y a une énorme perf, soit d'Henry, soit de Barclay sur ce match-là, en semi-prime time, ça peut jouer un petit peu, je trouve. Donc, à voir. Enfin, si Barclay en cumulé, il fait un match à 200 yards avec 2 TD, ça va se poser là quand même. Ça va être difficile de ne pas lui donner. Hein. Mon équipe Après, on sait comment fantasy, est la NFL, donc voilà. mon équipe fantasy te le demande. Euh, Bon, sinon on va passer du coup aux heures sup. Qu'est-ce que toi t'as envie de suivre en plus sur cette semaine? Un mea culpa de mon côté. J'avais dit que la NFC Sud, il y a quelques semaines, était jouée avec les Falcons qui étaient largement devant. Bon, bah, comme c'est les Falcons, évidemment, ils m'ont fait mentir. Et que du coup, cette division-là est quand même assez relancée parce qu'il n'y a qu'un match de différence entre les Falcons et les Buccaneers. Alors, deux si on compte le tiebreaker. Mais cette semaine, les Falcons jouent à domicile, certes, mais contre les Chargers. Donc, c'est clairement pas une victoire assurée. Et les Buccaneers sont à l'extérieur contre Carolina, là non plus. Je vais repréciser, c'est pas une victoire assurée parce que Carolina en ce moment joue très très bien. Alors défensivement, il y a encore des manques, on le savait, mais offensivement, je trouve quand même qu'il y a des très très belles choses depuis plusieurs semaines, depuis 4 matchs en fait, avec 2 victoires et la défaite un peu crève-cœur contre les Chiefs et la bye week la semaine dernière, du coup il y a 2 semaines. Mais voilà, si les Bucks font le travail et remportent ce match et que les Falcons continuent sur leur lancée, c'est-à-dire de perdre contre ces Chargers-là, bah, les deux équipes seraient à égalité. Alors comme je l'ai dit, il y a toujours le tiebreaker des Falcons. Maintenant, il resterait encore 4 ou 5 matchs à faire. J'ai l'impression que le retour d'Evans a plutôt été positif du côté des Bucks. Faudrait que la défense step up un petit peu aussi. Mais pour le coup, ouais, je mange un peu mon chapeau. Et cette division est quand même très bien relancée grâce aux Falcons. Pas merci à eux, mais intéressant. Intéressant pour les deux équipes finalement, parce que quand il y a une division qui est jouée à 6 ou 7 matchs de la fin, c'est un peu relou, je trouve. Donc plutôt cool de ce côté-là. Ouais, assez d'accord, assez d'accord. On en avait parlé quand on avait fait la partie sur la playoff picture, mais le calendrier des Falcons est beaucoup plus compliqué que celui des Bucks. Donc, mais après les Panthers, on l'a vu contre les Chiefs, ils ont fait un bon match, ça se trouve ils reviennent et ils partent sur une bonne dynamique. Et auquel cas les Bucks, là, si pour le coup, si tu perds contre les Panthers, ouïa, ouïa, compliqué d'avancer. Il y a 2 matchs en plus contre les Panthers sur les 1, 2, 3, 4, 5, sur les 6 derniers matchs. Yes. Moi de mon côté, ce que je vais plutôt regarder, c'est la fin des playoffs en AFC. Je pense que donc là on a les Broncos qui sont en 7-5, qui sont 7e de la playoff picture, qui jouent contre les Browns en prime time du coup lundi soir. S'ils gagnent ce match déjà, ça risque d'être compliqué pour les autres équipes de rattraper, mais en plus dans le même temps, on a les Colts qui se déplacent sur le terrain des Patriots. Et alors là, match très compliqué face au meilleur rookie QB de la ligue en Drake May. Donc va falloir y aller. Mais de manière globale, les Colts en 5-7, je pense que t'as pas grand monde qui les attend en playoff. Et les Bengals qui sont en 4-7 aussi, enfin qui sont en 4-7 eux pour le coup et qui peuvent remonter à 5-7, jouent les Steelers en 8-3. Donc ça me paraît un peu compliqué pour eux aussi. Et il n'y a pas d'autre équipe qui, comme ça, pour moi, a une chance, parce qu'on a vu du coup avec les Dolphins qui ont perdu que ça va être compliqué aussi. Donc si les Broncos sont en 8-5, je pense que la course au playoff est terminée. Et donc du coup, c'est ces 3 matchs que j'aurais envie de suivre. Les Browns contre les Broncos, les Colts contre les Patriots et les Steelers contre les Bengals. Et je pense qu'à ce moment-là, tout sera à peu près fini. Voilà. On a les Chargers aussi qui affrontent les Falcons en même temps, mais tu en as parlé un peu. Mais du coup, si ta NFC Sud se relance, je pense que l'AFC se termine. Ouais. Par contre, ne te fais pas du mal à regarder le Colts Patriots. Hein. T'inquiète pas, je le fais pour la patrie. Voilà, je pense que ça va être un match assez horrible à regarder encore. Donc, je te tiendrai informé de l'avancée du score si tu veux. Ça me convient. Ça me convient très bien. Merci. Mais oui, complètement d'accord avec toi. C'est vrai que l'AFC a l'air. Pour le coup, on avait dit c'était une conférence homogène. À 5 matchs quasiment de la fin, selon les résultats de cette semaine, ça pourrait quasiment être terminé, avec toujours ce côté très surprenant de voir l'AFC Est aussi haut.
Mais ouais. La FC West, pardon, aussi haut. Mais oui, effectivement, ça risque d'être assez bouclé à la fin de semaine. Selon, on verra au niveau des pronos, mais j'ai l'impression aussi. Ouais. Et pourtant, on est que en week 13, hein, donc derrière, il reste 5 matchs, Mm. et on pense déjà que c'est terminé. Donc, c'est toujours le truc, hein, les équipes elles vont pas tout perdre, et celles qui doivent Oui, remonter c'est vont pas c'est tout les gagner. dynamiques, Ouais. c'est les dynamiques. Hein. C'est aussi ce qui monte. Alors, hormis les Chiefs, on voit que c'est difficile, mais ils gagnent. Les autres, quand c'est difficile, ils perdent quand même 1, 2, 3 matchs. Donc, c'est sur les dynamiques aussi, où on se dit, bon, ça a l'air quand même d'être plié. Enfin, on n'est jamais à l'abri d'une grosse blessure d'une star d'une équipe. On le souhaite évidemment pas. Ça reste la NFL. Hein. C'est un sport de contact, un petit peu dangereux physiquement. Mais effectivement, ça a l'air assez plié. Ouais. Yes. Je te propose qu'on passe au 2-minute warning pour faire un peu les pronos, où tu es notre sauveur, notre chef prono du côté du Pick'em. Hein. T'étais à combien de points là? Ah, attends, je regarde. Je suis dans le top 30. Là, j'ai fait un Moi 4 aussi sur 4. dans l'autre sens, moi. Je fais combien? Je te dis Là, ça. t'as fait un 4 sur 4? Ouais. Mais je comprends pas pourquoi tu continues de mettre les Dolphins. Hein, Mais je tente. Parce que... Ouais, c'est vrai en fait, je devrais mettre... Bah... Parce que là, du coup, je suis déçu 2 fois. Yeah, je suis 26. 26. Bon, la tête a l'air très loin parce c'est Vikingator qui a 10 points de plus que moi, donc ça risque d'être compliqué de remonter. Ouais, mais tu peux tenter le podium. Hein. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. 129, 123. Ça va être Tu sais compliqué. que j'ai regardé un peu en détail, je trouve que ceux qui sont en tête, ils mettent quasi que les favoris tout le temps. Peut-être t'as raison, du coup. Peut-être t'as raison. Non, mais en fait, ils les mettent vraiment tous. Il y a limite, tu sais, il n'y a pas trop de... Je dis ça pour me rassurer un peu, mais je trouve qu'il n'y a pas trop de réflexion. Tu vois, c'est qui est favori, ok, je les mets. Point. Alors que, voilà, quoi, avec GG, on fait des paris. Et... Ouais, c'est ça, je me pose, je suis à l'émission avec Alex ou avec GG, là, je comprends plus. Ça perd de sa saveur. Moi, je mets les outsiders. Bah ouais, faut mettre un peu... tu vois, bon, je dis pas non plus, j'allais pas mettre les Raiders, quoi, mais je suis sûr GG, il a mis les Raiders. Faudrait que je le cherche dans le... Non, il y en avait qu'un seul qui avait mis les Raiders. Parce que j'ai regardé pendant le match. Et en vrai, dans ma tête, je me suis dit, c'est un vrai match au piège parce que depuis plusieurs saisons, les Raiders, ils embêtent vraiment les Chiefs. Ils avaient réussi à remporter un match, je crois que c'était l'année dernière. Je me suis dit, c'est vraiment une équipe enquiquinante. Les Chiefs, ils n'arrivent pas trop à les jouer, même s'ils gagnent les matchs. Et pour le coup, quand j'ai vu le match hier, je me suis dit, attends, ils vont pas mettre le field goal de la gagne et tout. Bon, bah. GG, il a Non. aussi mis les Dolphins, il me rassure. Bon, allez, on passe Vous étiez au... nombreux. Vous étiez on nombreux est- à les avoir. Totalement. Et ben écoute, on passe au 2-minute warning et on va faire les pronos. Du coup, on a les Chargers contre les Falcons. Chargers. Chargers aussi. Les Steelers contre les Bengals. Steelers. Les Texans contre les Jaguars. Texans. Texans aussi. Les Cardinals contre les Vikings. Vikings. Les Colts contre les Patriots. Colts. Patriots. Les Seahawks contre les Jets. Seahawks. Seahawks aussi. Les Titans contre les Colts. Une pensée pour Anto hein, qui y sera. C'est vrai. J'espère, Avec sa j'espère bannière pour de lui qu'il a pas payé trop cher la place parce qu'elle est actuellement à $24. Ne tente pas de revendre ta place, Anto, ça ne servira à rien. Les loges du MetLife Stadium sont pas mal. Hein. Moi, j'avais fait un match, enfin pas en loge, mais tu sais, dans leur espèce de... Ils avaient Le Corbeil, machin, comme au Parc des Ouais, Princes. voilà. Et c'était genre 90 balles pour un match en plein hiver, pareil. Je m'étais dit, ouais, non, je veux pas être dans le froid. Et c'était bien. Donc voilà. Moi, je mets les Seahawks pour ce match-là. Pareil. Ensuite, on a les Titans contre les Commanders. Commanders. Aussi. Les Buccaneers contre les Panthers. Bucks. Les Rams contre les Saints. Rams. Aussi. Les Eagles contre les Ravens. Eagles. Les Niners contre les Bills. Buffalo. Bills. Aussi. Et les Browns contre les Broncos. Broncos. Et bah écoute, normalement je devrais pas faire une semaine trop cata vu qu'on a un seul match de différence.
Alors parfois, entre ce que je dis dans l'émission et ce que je mets sur Sleeper, il y a des différences. Moi aussi, mais du coup là j'ai fait par rapport à Sleeper. Genre j'ai regardé, j'ai mis exactement ce que j'ai mis. Donc pour ceux J'ai un, qui j'ai ont un- mis, j'ai un doute sur ce que j'ai mis entre les Rams et les Saints sur Sleeper, c'est pour ça. t'auras le temps d'aller revoir en réécoutant l'épisode et mettre ce que t'as dit. Bon, parfait. Ça fait un bon épisode de fait. Et puis bah, on se retrouvera en début de semaine prochaine pour faire le rewind de cette semaine-là. Et puis voilà, en attendant, suivez-nous partout, comme on a pu dire en début d'épisode. Hein. On est partout, le front office. Donc c'est assez simple à nous retrouver. Et n'hésitez pas. Est-ce que PA, t'as quelque chose à rajouter avant de conclure cet épisode? Non, ça y est, Thanksgiving est passé, donc on rentre dans la dernière ligne droite de la saison régulière. Profitons-en, parce que je vais pas dire bientôt fini, il y aura encore des playoffs, mais bon, on sait que là, ça va passer vite, ça va s'accélérer, donc voilà. On sait que quand la dinde est mangée, il va y avoir Noël, il va y avoir le Nouvel An, puis après il y a les playoffs, et puis après on va tous pleurer, donc profitons-en, même si nos équipes sont nulles. Bon, bah, on va quand même, il reste plus que 5 matchs. Gardons, comme diraient les autres, au les cœurs, on y va, et puis on finit la saison tranquillement, et puis après on s'attaquera à la draft season. Tu sais je crois qu'on n'a pas une équipe dans le front office qui est en positif. Il pourrait y avoir les Bucks À l'équilibre, ouais. À l'équilibre, ouais. Les Mais Saints sinon, sont non, en 4-7, les Giants, les Titans, les Pats, les Dolphins. Cata la saison là pour le coup. Et on est toujours présent, donc vraiment, c'est que, tu vois, on aime faire ça, on aime se faire souffrir. C'est ça, donc si jamais vous avez envie de postuler pour la saison prochaine, dites-nous quelle est votre équipe. Si elle est en négatif, on vous accepte. Donc à tous les fans des Raiders, n'hésitez pas. Là, c'est vraiment le moment. Et les fans des Bengals, vous avez une saison pour nous. Ouais, vous avez le droit de requête. venir aussi. C'est maintenant là. C'est maintenant. Les Jets, tout ça. Faites-vous plaisir, venez chez nous. Et, même les fans des Niners, il y a une seule année où vous pouvez venir chez nous, c'est maintenant, donc n'hésitez pas. Vraiment. C'est ça. Les fans des Chiefs, restez Ouais. entre vous, ça nous intéresse pas. Non, c'est pas du tout. La bonne humeur, on n'aime pas. Les équipes gagnantes, on n'aime pas. Bon, bah parfait. Écoute, j'ai plus qu'à te souhaiter un bon week-end et à tous un bon week-end. Et comment dire. Puis bah, bonne écoute à tous ceux qui ont écouté cet épisode. N'hésitez pas à aller écouter GG en live et Doug en live sur les ballers, sur les fantasy ballers. Et puis, plus qu'à vous souhaiter une bonne journée à tous et vive le football.